Il existe, au large des côtes écossaises, un fragment de roche battu par les vents, un endroit où le monde semble si mince qu'il suffirait d'un souffle pour que quelque chose passe de l'autre côté. Les marins l'appellent Ailean Mor, la grande île, bien qu'elle ne soit qu'un éclat de granit noir émergeant des hébrides extérieures. Les îles Flannan forment un archipel oublié, un chapelet de pierres où les mouettes elles-mêmes semblent hésiter à se poser. Ailean Mor en est la plus imposante, mais imposante ne signifie pas accueillante. Ses falaises verticales plongent dans une mer qui ne dort jamais. Le vent y hurle 300 jours par an. Les vagues s'y fracassent avec une régularité de métronome, comme si l'océan cherchait, depuis des siècles, à effacer cette anomalie de la carte. En 1899, on y construisit un phare. Un cylindre de pierre blanche dressé contre les éléments, coiffé d'une lanterne dont la lumière devait guider les navires à travers l'une des routes maritimes les plus dangereuses d'Europe. La Northern Lighthouse Board avait insisté. Ce phare était nécessaire. Les naufrages se multipliaient, les familles pleuraient. Il fallait domestiquer cette portion d'océan rebelle. Mais les îles Flannan n'avaient jamais été habitées. Pas durablement, du moins. Les pêcheurs évitaient d'y débarquer. Les bergers n'y menaient pas leurs troupeaux. On racontait que les saints eux-mêmes, à l'époque des premiers chrétiens, avaient quitté ces rochers après quelques nuits seulement, troublés par des rêves qu'ils refusaient de décrire. Le phare fut tout de même construit, et en décembre 1900, 3 hommes y vivaient seuls, chargés de maintenir une lumière que la mer, disait-on, n'aimait pas voir allumée. Un matin, on les trouva absents, ni lutte, ni trace, ni adieu. On connaît leur dernière journée, on ignore tout de leur dernière heure. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé avant que le monde ne les perde de vue. « 1er décembre 1900. Je m'appelle James Ducas, premier gardien du phare d'Ailean Mor, 55 ans. 20 années passées dans les phares de Sa Majesté. J'ai connu Skerryvore, Mucklefluga et une dizaine d'autres tours perdues entre ciel et mer. Je connais le métier. Je connais la solitude. Je croyais connaître le silence. Ailean Mor m'a appris que je ne connaissais rien. Nous sommes 3 ici. Thomas Marshall, le second gardien, a 38 ans. C'est le plus grand d'entre nous. Une carrure solide, une présence discrète mais constante. Méticuleux, presque maniaque dans l'entretien du matériel, il vérifie chaque lampe, chaque engrenage, chaque joint d'étanchéité avec une précision d'horloger. C'est un homme qui parle peu, mais lorsqu'il le fait, ses mots sont pesés. Il a laissé une femme et 2 enfants à terre. Il les évoque rarement, comme si prononcer leur nom risquait de les faire s'éloigner encore davantage. Donald MacArthur est le plus jeune. Gardien occasionnel, c'est son premier poste sur un phare aussi isolé. Plus nerveux que les 2 autres, plus expansif aussi. Il rit facilement, raconte des histoires de son village natal sur l'île de Lewis et chante parfois des ballades en gaélique lorsque le quart de nuit s'étire en longueur. Sa présence allège l'atmosphère. Du moins, elle l'allégeait. La rotation devait durer 4 semaines. Le bateau de ravitaillement, l'Hespérus, devait revenir nous chercher vers le 20 décembre. Nous avons des provisions pour 6 semaines, suffisamment de pétrole, suffisamment de tout. Le règlement est clair, maintenir la lumière allumée, tenir le registre à jour, inspecter les installations quotidiennement. 3 hommes pour une tâche simple, répétitive, sécurisante dans sa monotonie. Mais Ailean Mor n'est pas un lieu ordinaire. Dès le premier soir, j'ai senti quelque chose d'étrange. Non pas un danger immédiat, plutôt une présence diffuse, comme si l'île elle-même nous observait. Le vent y est constant, mais il ne souffle pas comme ailleurs. Il s'enroule autour du phare, produit des sons graves qui résonnent dans les murs de pierre. Parfois, on croirait presque entendre une respiration lente. Donald a ri quand je lui en ai fait la remarque. C'est juste le vent, monsieur Ducas, il faut s'y habituer.
Thomas, lui, n'a rien dit. Mais j'ai vu son regard s'attarder sur les fenêtres, comme s'il cherchait quelque chose dehors. 8 décembre 1900. La routine s'est installée. Nous nous levons à 6 heures. Thomas prépare le porridge pendant que je vérifie la lanterne. Donald s'occupe des réserves et inspecte le débarcadère. À 9 heures, nous prenons le petit déjeuner ensemble dans la salle commune, une pièce circulaire au 2e étage de la tour. Les repas sont silencieux, pas par hostilité, simplement parce que nous économisons nos mots. Dans un phare, les conversations s'épuisent vite. On finit par dire les mêmes choses, poser les mêmes questions, raconter les mêmes anecdotes. Alors on se tait, et le silence devient une forme de compagnie. L'après-midi, nous faisons l'entretien. Polir les lentilles de Fresnel, graisser les mécanismes de rotation, vérifier les niveaux de pétrole. À 18 heures, allumage de la lanterne. La nuit, nous nous relayons par quart de 4 heures. Celui qui est de garde monte dans la salle de veille, juste sous la lanterne, et surveille la flamme. Les 2 autres dorment, ou du moins, essaient. Le sommeil, ici, est difficile. Le vent ne cesse jamais. Il siffle, gronde, gémit. Parfois, il produit un son aigu, presque musical, comme le souffle dans le goulot d'une bouteille. Parfois, il devient sourd, grondant, et le phare tremble légèrement sur ses fondations. On s'y habitue, dit-on. Après quelques nuits, le corps apprend à ignorer le bruit. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'il y a autre chose, un son qui revient. Toujours le même. Un sifflement long, modulé. Il semble venir de partout à la fois. Il dure quelques secondes, puis s'estompe. Au début, je pensais qu'il s'agissait d'un défaut dans la structure, une fissure laissant passer l'air. Mais Thomas a inspecté chaque recoin de la tour. Rien. Le son persiste. Au fil des jours, il devient plus distinct, presque comme une voix. 11 décembre 1900. Aujourd'hui, Donald m'a posé une question étrange. Nous étions dehors, à sécuriser les cordages près du débarcadère. La mer était agitée, mais rien d'alarmant. Un vent d'ouest modéré, des nuages bas, chargés de pluie. Un jour ordinaire pour Ailean mort. Il s'est tourné vers moi, les mains pleines de cordes trempées, et il a dit « Monsieur Ducas, est-ce que vous avez l'impression qu'on nous surveille ?» J'ai fait semblant de ne pas comprendre. « Surveillé ? Par qui ?» Il a hésité, puis a secoué la tête. « Personne, oubliez, c'est stupide. » Mais son regard trahissait autre chose. Une inquiétude réelle, profonde. Ce soir-là, pendant mon quart, j'ai observé l'océan à travers les fenêtres de la salle de veille. La nuit était noire, épaisse. La lumière du phare balayait les vagues en arcs réguliers, révélant brièvement l'écume blanche avant de replonger dans l'obscurité. Et j'ai eu l'impression, pendant un instant, de voir quelque chose bouger au pied des falaises. Une forme sombre, trop grande pour être un phoque, trop rapide pour être une illusion. J'ai scruté l'endroit pendant plusieurs minutes. Rien, juste la mer et les rochers. Mais l'impression est restée. 13 décembre 1900. La tempête est arrivée ce matin. Non pas soudainement, mais comme une marée montante. Le baromètre a chuté pendant la nuit, et au lever du jour, le ciel était d'un gris compact, sans nuances. Le vent a forci progressivement, passant de bourrasques espacées à un rugissement continu. À midi, les vagues frappaient le phare avec une violence que je n'avais jamais vue, même à Skerryvore. Nous avons barricadé les fenêtres basses, vérifié toutes les fermetures, doublé les cordages du débarcadère. Thomas a inspecté la lanterne 3 fois, craignant qu'une infiltration n'éteigne la flamme. Donald a remonté toutes les réserves à l'intérieur. Nous avons travaillé en silence, avec l'efficacité de ceux qui savent ce qui les attend. Mais cette tempête n'est pas comme les autres. Elle ne faiblit pas. Même la nuit tombée, elle conserve la même intensité, le même rugissement uniforme. Pas de pause, pas de variation. Juste un grondement constant, comme si l'océan lui-même s'était mis en colère et refusait de se calmer. Et ce son, ce sifflement, il est plus fort maintenant, plus clair. Il se glisse entre les rafales, persiste même lorsque le vent hurle. On dirait qu'il vient de l'intérieur du phare. Thomas l'entend aussi. Je l'ai surpris, à plusieurs reprises. La tête penchée, les yeux fermés, comme s'il essayait de déchiffrer une langue inconnue.
14 décembre 1900. Le vent a une voix, je n'en doute plus. Il répète toujours le même son, encore et encore. Je ne peux pas le transcrire. Ce n'est pas de l'anglais, ce n'est pas du gaélique. C'est plus ancien, plus profond. Thomas l'entend, Donald aussi. Nous n'en parlons pas, mais nous le savons tous les trois. Et je crois que le vent attend que nous répondions. 15 décembre 1900. Nous sommes au 3e jour de tempête. Le ciel n'a pas changé, le vent non plus. C'est comme si nous étions piégés dans un instant figé, une boucle de temps où seule la mer bouge encore. Donald ne dort plus, ou presque plus. Je l'ai trouvé cette nuit dans la salle commune, assis dans le noir, les yeux fixés sur la porte d'entrée. Lorsque je lui ai demandé ce qu'il faisait, il a mis plusieurs secondes avant de répondre. J'ai entendu frapper. J'ai regardé la porte. Fermée. Verrouillée. Le vent, Donald. C'est juste le vent. Il a secoué la tête lentement. Non, monsieur Ducas, ce n'était pas le vent. C'était quelqu'un. Je ne savais pas quoi dire. Il n'y a personne sur cette île, à part nous trois. Personne ne peut atteindre Isle More par cette tempête. Et pourtant, son visage exprimait une conviction absolue. Thomas, lui, a développé une autre habitude. Il écoute les murs. Je l'ai surpris plusieurs fois, l'oreille collée contre la pierre, immobile, comme s'il attendait une réponse. Hier soir, je lui ai demandé ce qu'il cherchait. Il m'a regardé avec une expression étrange, entre gêne et fascination. J'ai cru qu'on m'appelait. Puis, il a ri. Un rire bref, nerveux, qui sonnait faux. C'est ridicule, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. 17 décembre 1900. Je n'ai pas écrit un mot depuis le 15 décembre. Le registre est resté ouvert, mais vide. Depuis, tout se passe ailleurs. Les pensées deviennent difficiles à ordonner. Les phrases se défont avant d'être complètes. Les mots m'échappent, comme s'ils refusaient de se fixer. Je dors mal. Mes rêves sont peuplés de sons. Un vent qui murmure mon nom. Une voix qui répète toujours la même syllabe, encore et encore, jusqu'à ce que je me réveille, le cœur battant, incapable de me souvenir de ce que j'ai entendu. Thomas et Donald évitent de se regarder. Nous mangeons en silence, accomplissons nos tâches mécaniquement, échangeons à peine quelques mots. La tension est palpable, comme un fil tendu prêt à se rompre. Et puis, il y a les objets. Ce matin, une caisse de provisions était déplacée près du débarcadère. Impossible. Personne n'a mis le nez dehors depuis 2 jours. La tempête est trop violente. Et pourtant, la caisse était là, à 3 mètres de l'endroit où nous l'avions laissée. Les cordages autour étaient trempés, comme si quelqu'un les avait manipulés. Nous nous sommes regardés tous les trois. Personne n'a parlé. Mais je sais que nous avons tous pensé la même chose. 19 décembre 1900. Le baromètre continue de chuter. Le ciel est d'un noir compact, presque solide. Les vagues frappent le phare avec une régularité de marteau sur enclume. Le bruit est assourdissant, constant. Il remplit chaque centimètre d'espace, chaque seconde de temps. Et ce sifflement, cette voix, elle est partout maintenant. Dans le vent, dans les murs, dans ma tête. Thomas ne parle plus. Il reste près de la fenêtre, les yeux fixés sur l'extérieur, comme s'il attendait quelqu'un. Donald, lui, semble agité, fébrile. Il fait les 100 pas dans la salle commune, s'arrête brusquement, écoute, puis reprend sa marche. Je leur ai demandé ce qu'ils ressentaient. Aucun n'a répondu. Mais je sais, parce que je le ressens aussi. Quelque chose approche. Ce n'est pas la tempête. Ce n'est pas une vague. C'est autre chose. Quelque chose d'ancien, de patient, qui attend le bon moment. 20 décembre 1900. Le bateau devait arriver aujourd'hui. L'Hespérus, notre relève, notre retour à la terre ferme. Mais la tempête est trop violente. Aucun navire ne peut approcher. Nous le savons. Nous l'acceptons. Ce n'est pas la première fois qu'une relève est retardée. Le règlement prévoit ces situations. Nous avons des provisions. Nous tiendrons. Mais quelque chose a changé. Thomas se dirige vers les manteaux. Il prend le sien, puis celui de Donald. Sans raison. Il les pose sur la table comme s'il les préparait.
Quand je lui demande pourquoi, il me regarde avec des yeux étrangement calmes. Il faut sortir. Donald se lève immédiatement, comme s'il attendait cette phrase depuis des heures. Oui, la caisse. Il faut vérifier la caisse avant qu'elle ne soit emportée. Je leur dis d'attendre, de rester à l'intérieur. La tempête est trop forte. Sortir serait de la folie. Mais le vent appelle plus fort aujourd'hui. Il siffle, hurle, murmure. Et dans ce chaos de sons, il y a une structure, une intention. Thomas ouvre la porte. Le vent s'engouffre dans la tour. Une chaise tombe. Des papiers s'envolent. Donald le suit sans un mot. Je leur crie de revenir. Ils ne m'écoutent pas. Je vais les suivre. Je ne veux pas qu'ils y aillent seuls. Je ne veux pas rester seul ici. Le vent m'appelle aussi. Ces mots constituent la dernière entrée du registre du phare. À partir d'ici, il ne reste que les faits. Voici ce que l'histoire rapporte. Le 26 décembre 1900, 11 jours après la dernière entrée du registre, le navire de ravitaillement Hesperus accosta enfin à Ailean Mor. Le capitaine James Harvey avait été retardé par la tempête, l'une des plus violentes de la décennie. Mais ce jour-là, la mer s'était calmée. Le ciel était clair. L'approche du phare fut aisée. Pourtant, aucun gardien ne vint à leur rencontre. Le matelot Joseph Moore, chargé de débarquer le premier, remarqua immédiatement l'absence du pavillon qu'on hissait habituellement pour saluer l'arrivée du bateau. Il remarqua aussi que la porte du phare était entr'ouverte, battant légèrement dans la brise. Il appela. Aucune réponse. Il entra. À l'intérieur, tout était en ordre. Presque trop en ordre. La salle commune était propre, rangée, silencieuse. Sur la table, 3 assiettes étaient disposées. 3 tasses, 3 couverts. Le repas avait été préparé mais jamais consommé. Une chaise était renversée au sol, comme si quelqu'un s'était levé précipitamment. L'horloge était arrêtée. Moore monta à l'étage supérieur. Les lits étaient faits. Les affaires personnelles des gardiens étaient à leur place. Livres, pipes, vêtements, tout semblait intact. Dans la salle de la lanterne, la mèche avait été nettoyée et le réservoir de pétrole rempli. Le mécanisme était en parfait état de marche. Mais les 3 hommes avaient disparu. Moore redescendit et examina les manteaux accrochés près de la porte d'entrée. 2 cintres étaient vides. Un seul manteau restait suspendu, celui de Donald MacArthur. Les cirés de James Ducat et Thomas Marshall avaient disparu. Le capitaine Harvey organisa immédiatement des recherches. L'île fut fouillée de fond en comble. Chaque rocher, chaque anfractuosité, chaque mètre de côte. Ils trouvèrent la caisse déplacée près du débarcadère, exactement comme Ducat l'avait mentionné dans son journal. Ils trouvèrent des cordages trempés, enroulés de manière inhabituelle. Mais aucune trace des gardiens. Aucun corps, aucun vêtement déchiré. Aucune empreinte de pas menant vers les falaises. Rien. Le 29 décembre, Robert Muirhead, superintendant de la Northern Lighthouse Board, arriva sur place pour mener l'enquête officielle. Il interrogea l'équipage de l'Hesperus, examina le registre du phare, inspecta les installations. Son rapport, publié quelques semaines plus tard, concluait à un accident. Les gardiens ont probablement été surpris par une vague exceptionnelle alors qu'ils inspectaient le débarcadère. Les 2 premiers auraient été emportés, et le 3e, sorti sans manteau pour leur porter secours, aurait subi le même sort. Une explication simple, rassurante, officielle. L'affaire fut close, mais l'affaire, en réalité, ne fit que commencer. Les enquêteurs ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont cherché des réponses. Ils en ont trouvé plusieurs. Aucune ne tient debout bien longtemps. Alors,
Permettez-moi un petit jeu de pensée, un jeu que vous aimez autant que moi. Les « et si ». Voyons ce qu'ils valent réellement. L'hypothèse de l'accident en chaîne. Et si un homme était tombé, puis un deuxième venu porter secours, puis un troisième dans une tentative désespérée de sauver ses compagnons? C'est l'explication la plus souvent avancée. Elle a le mérite de la simplicité. Elle fait appel à des comportements humains compréhensibles, l'entraide, le courage, la fraternité face au danger. Mais regardons de plus près. Un accident laisse des traces, toujours, un cri entendu par ceux qui restent, des empreintes de pas précipités, de la corde déplacée dans un sens précis, révélant une tentative de sauvetage, des marques sur les rochers là où des mains auraient tenté de s'accrocher, des débris de vêtements accrochés aux aspérités. Ici, rien, juste une symétrie dérangeante, 3 hommes volatilisés, 2 manteaux disparus, un troisième intact, une table dressée pour un repas qui n'a jamais eu lieu, une chaise renversée, seul signe de désordre dans un phare par ailleurs immaculé. Et puis, il y a cette question. Pourquoi sortir à 3 si le danger venait de l'extérieur, si une vague menaçait d'emporter du matériel? Pourquoi ne pas laisser un homme à l'intérieur? C'est le protocole, c'est le bon sens. En 20 ans de service, Dukas n'aurait jamais commis une telle erreur. Possible, oui, mais pas convaincant. L'hypothèse de la dégradation mentale. Et si les 3 avaient cédé sous la pression? La tempête qui dure, l'isolement, les journées identiques, le vent incessant. Les esprits s'érodent, vous savez, même les plus solides. L'histoire des phares est jalonnée d'exemples. Des gardiens qui sombrent dans la paranoïa, des hallucinations auditives, des crises de folie solitaire. Small's Lighthouse en 1801. Un gardien survit pendant des semaines aux côtés du cadavre de son collègue, terrorisé à l'idée qu'on l'accuse de meurtre. Flannan Islands n'aurait été qu'un cas de plus. Mais voilà, la folie quand elle frappe le fait rarement avec une telle coordination. Un homme peut perdre la raison. 2, dans des circonstances extrêmes. Mais 3, simultanément. Elle ne synchronise pas 3 hommes au pas près. Elle ne les fait pas disparaître dans le même instant. Non. Si l'un d'eux avait perdu l'esprit, les 2 autres auraient réagi, auraient laissé des notes, auraient signalé l'incident. Le registre de Dukas, bien que troublant, ne montre aucun signe de délire, juste une inquiétude croissante, rationnelle, presque. L'hypothèse de la vague scélérate. Ah, l'explication officielle, toujours elle. La vague scélérate, ce phénomène océanographique bien réel, ces murs d'eau qui surgissent sans prévenir, atteignant des hauteurs 2 ou 3 fois supérieures aux vagues environnantes, capables de briser un navire en 2, d'arracher des hommes d'un pont, d'engloutir des structures côtières. Une vague scélérate aurait pu frapper Eileen mort ce jour-là, aurait pu balayer le débarcadère, aurait pu emporter les 3 gardiens d'un seul mouvement sans leur laisser le temps de réagir. Cela rassure, cela clôt l'affaire, cela permet de ranger le dossier et de passer à autre chose. Mais cela ne convainc pas, parce qu'une vague, aussi massive soit-elle, ne fait pas disparaître 3 hommes sans laisser de traces. Elle laisse des corps, ou du moins des débris, des morceaux de vêtements accrochés aux rochers, des objets personnels éparpillés. Les vagues scélérates sont violentes, mais elles ne sont pas magiques. Elles n'effacent pas, elles dispersent. Et puis, il y a les détails qui ne collent pas. La porte du phare, entr'ouverte, la table dressée, l'horloge arrêtée. Une vague n'arrête pas une horloge. Une vague ne laisse pas un repas intact sur une table. Une vague ne renverse pas une chaise à l'intérieur du phare, tout en laissant le reste parfaitement en ordre. Non, si une vague avait frappé, elle aurait fait bien plus de dégâts.
ou bien moins. L'hypothèse de un danger extérieur soudain. Et si les 3 gardiens avaient entendu un bruit, vu une lumière, perçu un signal de détresse, un navire en perdition, un naufragé accroché à un rocher, quelque chose qui aurait nécessité de sortir, tous ensemble, dans l'urgence. C'est plausible. Les gardiens de phare sont formés pour réagir aux urgences. Ils savent que leur rôle ne se limite pas à maintenir une lumière. Ils sont les yeux de la côte, les premiers secours dans un monde où la mer tue plus sûrement que n'importe quelle maladie. Mais alors, pourquoi ne pas fermer la porte? Pourquoi ne pas prendre tous les manteaux? Pourquoi cette chaise renversée, comme si quelqu'un s'était levé si brusquement qu'il n'avait pas pris le temps de la redresser? Et surtout, où sont les traces de ce danger? Aucun navire n'a été signalé dans la région, aucun naufrage, aucun survivant recueilli sur les côtes voisines, aucun débris échoué sur les rochers. Si les gardiens ont répondu à un appel, cet appel venait d'un fantôme. Toutes ces possibilités existent, toutes ont un pied dans le réel et l'autre dans l'incohérence. Elles fonctionnent presque, et presque n'est pas suffisant quand 3 hommes disparaissent sans laisser une seule trace. Alors, il en reste une seule, pas raisonnable, pas rassurante, mais étrangement la seule qui n'entre pas en contradiction avec les faits. Et si l'île n'était pas simplement une île? Écoutez-moi bien. Je ne parle pas de superstition, je ne parle pas de légendes mal comprises ou de métaphores prises au pied de la lettre. Je parle d'un phénomène que nous ne savons pas encore nommer, un phénomène que la science, peut-être un jour, expliquera. Certains lieux, dans ce monde, ne fonctionnent pas comme les autres. Vous les connaissez. Ces endroits où l'on se sent observé sans raison. Ces routes où les accidents se multiplient sans cause apparente. Ces maisons que personne ne veut habiter. Ces forêts où les boussoles s'affolent. Ces coins de terre où les animaux refusent de s'aventurer. On les appelle lieux liminaux. Des seuils. Des points de passage entre ce qui est et ce qui pourrait être. Des endroits où le monde se plie légèrement, juste assez pour qu'on glisse entre les failles. Ailean Mor est l'un de ces endroits. Les pêcheurs le savaient. Les bergers le savaient. Les saints eux-mêmes l'avaient compris. On ne reste pas sur Ailean Mor. On y passe. On y jette l'ancre quelques heures. On y allume un feu pour la nuit. Mais on ne s'y installe pas. On n'y vit pas. Parce que l'île n'aime pas les présences durables. Et puis, on a construit un phare. On a forcé 3 hommes à y vivre, à y rester des semaines entières, à s'ancrer dans un lieu qui, par nature, refuse l'ancrage. Que s'est-il passé alors? Relisez le journal de Dukas, relisez attentivement. Dès le début, il note quelque chose d'inhabituel. Le vent qui ne souffle pas normalement. Ce sifflement répété, toujours le même, comme une phrase qu'il ne comprend pas encore. Les objets déplacés, les sons dans les murs, l'impression d'être observé. Ce ne sont pas des hallucinations, ce sont des symptômes. Les symptômes d'un lieu qui réagit à une intrusion. Les 3 gardiens n'ont pas été emportés par la mer, ils n'ont pas sombré dans la folie, ils n'ont pas été victimes d'un accident, ils ont été attirés, appelés, par un phénomène que nous ne savons pas encore décrire, mais que l'île connaît depuis toujours. Ce vent, cette voix dans le vent, ce sifflement qui revenait encore et encore. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un appel, un signal, une invitation. Et les 3 hommes, après des jours d'exposition, après des nuits d'insomnie, après avoir écouté cette mélodie obsédante s'insinuer dans leurs pensées, ont fini par répondre. Ils ont mis leurs manteaux, ils sont sortis, ils ont marché vers le débarcadère, et là, au bord des falaises, face à l'océan noir et au ciel compact, ils ont franchi quelque chose, pas une barrière physique, pas un gouffre, quelque chose de plus subtil, une frontière invisible, un seuil, et ils ont disparu. Pas dans l'eau, pas sous les rochers, ailleurs,
dans un lieu adjacent au nôtre, aussi proche qu'un souffle et aussi lointain qu'une étoile morte. Vous trouvez cela absurde, impossible, contraire à toute logique. Alors expliquez-moi pourquoi la porte était entr'ouverte, comme si quelqu'un avait voulu laisser un passage. Expliquez-moi pourquoi un seul manteau est resté accroché, comme si son propriétaire n'avait pas eu le temps ou la volonté de le prendre. Expliquez-moi pourquoi le registre de Dukas devient de plus en plus fragmenté, de plus en plus poétique, comme si le langage rationnel ne suffisait plus à décrire ce qu'il vivait. Expliquez-moi ce son, ce sifflement dans le vent, celui que les gardiens entendaient, celui que d'autres, depuis, affirment avoir perçu. Parce que oui, l'histoire ne s'arrête pas en 1900. Le phare a continué de fonctionner. D'autres gardiens sont venus, d'autres équipes. Certaines ont tenu des mois, d'autres ont demandé leur mutation après quelques semaines. Tous rapportent la même chose, un malaise diffus, une sensation d'être observé, un vent qui semble murmurer, des nuits où le sommeil refuse de venir. En 1971, le phare a été automatisé. Plus de gardiens, plus d'hommes contraints de vivre sur cette île maudite, juste des machines, des mécanismes froids, insensibles, et depuis, Eileanmore est silencieuse. Je ne vous demande pas de croire cette hypothèse, je ne vous demande pas de l'accepter comme vérité, je vous demande simplement de la considérer, de la mettre en balance avec les autres. Les accidents en chaîne, la folie collective, la vague scélérate, le danger extérieur soudain. Toutes ont leurs failles, toutes butent sur des détails impossibles à expliquer. Mais l'hypothèse du lieu liminal, du seuil, de l'appel qui vient d'ailleurs, celle-là, curieusement, ne contredit rien, ni les faits, ni le silence, ni la disparition. Elle explique la table dressée. Les hommes étaient sur le point de manger, mais l'appel est venu avant, urgent, irrésistible. Elle explique la chaise renversée. L'un d'eux s'est levé brusquement, incapable de résister une seconde de plus. Elle explique le manteau resté au mur. Donald, peut-être, a hésité. Peut-être a-t-il voulu rester. Mais les deux autres étaient déjà dehors. Et on ne laisse pas ses compagnons seuls face à l'inconnu. Elle explique l'horloge arrêtée, parce que le temps dans ces lieux ne s'écoule pas comme ailleurs. Il se fige, il se distord, il devient fluide. Elle explique tout, sauf une chose. Où sont-ils maintenant? Vous avez entendu leur histoire, vous avez lu les faits, vous avez pesé les hypothèses, et maintenant, vous devez choisir ce que vous croyez, choisir ce que vous acceptez, choisir l'explication qui vous permet de dormir la nuit. Peut-être préférez-vous la vague scélérate. C'est rassurant, c'est scientifique. Cela ne remet rien en question. Peut-être optez-vous pour l'accident en chaîne. C'est humain, c'est tragique. Cela fait de ces hommes des héros ordinaires, victimes d'une nature indifférente. Peut-être acceptez-vous la folie collective. C'est troublant, mais compréhensible. Le cerveau humain est fragile. L'isolement peut tout détruire. Ou peut-être, juste peut-être, envisagez-vous l'autre possibilité, celle qui glace le sang, celle qui suggère que notre monde n'est pas aussi solide, aussi définitif que nous aimons le croire, que certains lieux, certaines nuits, certaines tempêtes ouvrent des portes que nous ne savons pas refermer, et que 3 hommes, en décembre 1900, ont franchi l'une de ces portes. Eileanmore existe toujours, le phare fonctionne toujours. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous y rendre. Des bateaux font la traversée de temps en temps pour les touristes en quête de frissons. Mais faites attention, écoutez le vent. S'il murmure votre nom, ne répondez pas. Parce que certaines questions, lorsqu'on les pose à voix haute, reçoivent des réponses. Et certaines réponses vous choisissent en retour. Les gardiens d'Eileanmore ne sont jamais revenus.
Leur histoire, elle, refuse de disparaître. Avant de refermer ce récit, une question. Avez-vous vu la contradiction? Elle est là, dans les mots de Dukas, dans le rapport officiel, un détail, un seul, qui ne colle pas. James Dukas décrit quelque chose, les enquêteurs en découvrent une autre. Les deux ne peuvent pas être vrais, en même temps. Alors pourquoi James a-t-il écrit ça? Confusion dans l'urgence ou quelque chose d'autre? À vous de décider. Et si vous avez une explication, je serais curieux de l'entendre.